Oh là là. Oh là. L'hiver dernier, j'ai vécu l'une des pires périodes de ma vie. Honnêtement, j'ai pas été diagnostiquée, mais je suis à peu près certaine que je faisais une dépression. J'avais énormément d'empêchements psychologiques, c'était extrêmement difficile de me réveiller chaque matin. D'ailleurs, je passais parfois des matinées entières, voire des après-midi dans mon lit à ne pas réussir à en sortir. J'avais perdu goût pour les activités de mon quotidien et j'avais une personne dans mon entourage qui me faisait beaucoup de mal et j'avais vraiment du mal à me sortir de cette emprise. Ça a été très dur, j'ai versé beaucoup de larmes, j'ai beaucoup travaillé en psychothérapie et aujourd'hui je vais beaucoup mieux. Je revis même, je pourrais dire, depuis à peu près avril de l'an dernier et ça fait donc 1 an que je vais beaucoup mieux et que je n'ai plus de variations d'humeur comme je pouvais avoir avant cela. Je trouve qu'on parle beaucoup trop peu de l'importance de la santé mentale, d'à quel point c'est un sujet extrêmement sérieux, d'à quel point les personnes qui souffrent de déprime ou de dépression ne sont pas responsables de ce qu'elles subissent. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une vidéo qui amènera, je l'espère, un peu d'espoir, des outils également pour aller mieux, des choses que j'ai faites moi et qui m'ont vraiment aidée. Vous allez voir, ce sera pas une vidéo du même type que celle qu'on voit en général sur ce sujet, ce sera pas uniquement des petites choses du type buvez assez d'eau, faites du sport, ce genre de choses. Il y aura évidemment des petits conseils, mais il y aura aussi des gros conseils qui seront assez intenses émotionnellement pour moi de vous présenter parce que c'est très intime. Et donc je sais déjà que dans cette vidéo je vais être émotionnelle parce que rien que d'en écrire la trame, ça m'a fait un petit peu monter les larmes aux yeux. En tous les cas je suis hyper heureuse de vous retrouver pour ce format, comme dit, en toute vulnérabilité. J'ai hyper hâte de vous lire en commentaire, qu'on puisse échanger sur tous ces sujets-là, donc sans plus tarder, c'est parti. La première habitude que j'ai commencé à mettre en place assez rigoureusement et qui m'a énormément aidée pour ma santé mentale, c'est de sortir tous les matins au réveil sans lunettes de soleil et également sans distraction de type portable. En réalité, je sors tous les matins ma chienne Ebrel et je ne prends pas mon portable avec moi, c'est vraiment volontaire. La volonté derrière cela, c'est de vivre le moment présent et de ne pas être happée par les écrans même lorsque je suis à l'extérieur, de pouvoir vraiment profiter et m'imprégner de l'environnement lorsque je sors. J'ai la chance d'habiter dans un endroit dans lequel j'ai accès à de la nature assez facilement, même si je suis en ville, et de ce fait, je profite de cette balade, non seulement pour mettre mon corps en mouvement, mais également pour absorber la luminosité qu'il y a à l'extérieur, qui est toujours grandement supérieure à n'importe quelle luminosité que vous aurez en intérieur. Et même si dehors il y a des nuages, même si ça vous paraît hyper gris, sachez que la luminosité est toujours meilleure dehors. Il faut savoir que la lumière du jour, elle joue un rôle fondamental dans notre fonctionnement, surtout le matin lorsqu'on se réveille, pour arrêter la production de mélatonine, donc cette hormone du sommeil, et également pour lancer d'autres hormones, plus du jour, du quotidien. Et vraiment, ça m'a énormément aidé, surtout cette astuce de savoir qu'il ne fallait pas mettre de lunettes de soleil s'il y a du soleil dehors, parce que vraiment, dans ces premières heures de la journée, c'est important, si vous sortez, que vraiment vos yeux, en fait, tout votre visage, prennent en fait cette luminosité. Il y a des tas d'études scientifiques qui ont fait des recherches sur ce sujet et vraiment les retours sont hyper positifs. Et personnellement, le fait de me mettre en mouvement dès le matin, le fait d'avoir de la lumière dès le matin, le fait d'être dans le moment présent aussi dès le matin, c'est-à-dire ne pas prendre le portable, on en parlera après, ça m'a énormément aidé à aller mieux tout simplement, à démarrer la journée du bon pied. En plus, j'en parlerai également plus tard dans la vidéo, mais le fait de promener ma chienne, ça me permet d'avoir des interactions sociales et vraiment commencer la journée comme ça, je vous assure, ça m'a tout changé. C'est vraiment une habitude qui m'aide beaucoup à réguler mon humeur, mais également mon cycle du sommeil. La deuxième habitude, et là vous allez voir, on entre directement dans le cœur du sujet, ça a été de changer de thérapie et de commencer une thérapie basée sur la science. Alors je sais pas si vous êtes au courant, en tous les cas, moi je ne l'étais pas avant justement l'année dernière où j'ai commencé une TCC, donc une thérapie cognitivo-comportementale, mais en fait il y a plein de types de thérapies. Et il y a des thérapies qui vont être basées sur la science et d'autres qui ne vont pas être basées sur la science. La thérapie que je faisais jusqu'ici, donc si je ne me trompe pas, elle a dû durer un truc du style 2 ans et demi, 3 ans, et bien c'était une thérapie qui, je le pense, alors elle m'a pas vraiment été présentée au début, ce qui d'ailleurs est un défaut clairement, mais je pense que c'était une thérapie qui était plutôt de type psychanalyse. Ça m'a aidé dans mes premiers questionnements, dans mon premier cheminement par rapport à tout ça. Mais au bout d'un moment, honnêtement, je sentais que la personne qui m'aidait était arrivée au maximum de ce qu'elle pouvait m'offrir à moi et j'ai préféré changer. Et lorsque j'ai changé, j'ai fait des recherches sur internet par rapport à 2 problématiques que j'ai personnellement, qui sont la trichotillomanie et l'hyperphagie. Donc la trichotillomanie, je vous mettrai la définition à l'écran, c'est un trouble centré sur le corps
qui fait en fait que vous allez triturer vos cheveux et ou vos poils, potentiellement les arracher, potentiellement les mettre à la bouche et potentiellement les avaler. Donc moi personnellement je ne les avalais pas, mais sinon j'avais tout le reste et j'ai totalement compris que je faisais ça suite à de l'anxiété, potentiellement des stress post-traumatiques, et pour l'hyperphagie je commençais tout doucement à comprendre que je souffrais de ce TCA et donc du coup j'avais vu sur internet que la TCC est particulièrement adaptée pour ça, et dès que j'ai démarré ma TCC, autant vous dire que j'ai eu l'impression d'atterrir dans un nouveau monde. C'est vraiment une thérapie qui vous permet en fait de, comment dirais-je, de tracer vos progrès, de comprendre vos progrès, et tout ce qui est mis en place par cette thérapie est basé sur la science, c'est-à-dire que ces choses-là ont été testées par le passé et on a vu qu'elles ont aidé les personnes avec ces problématiques, ça a été prouvé, et donc de ce fait, forcément, c'est beaucoup plus efficace que simplement raconter des choses de son quotidien et d'avoir le retour d'une personne qui certes va être formée sur la psychologie, mais où il n'y aura pas forcément en fait de preuves derrière que ça a été utile pour des centaines et des centaines de personnes. Donc honnêtement, pour moi, démarrer une TCC, ça m'a fait gagner énormément de temps et je suis super heureuse de vous dire aujourd'hui que ça m'a aidé sur énormément de sujets, plus de sujets d'ailleurs que ce que je pensais à la base. Et d'ailleurs, je ne fais presque plus, voire plus de tricotylomanie, donc c'est incroyable. C'est une thérapie vraiment qui va vous aider à dissocier en fait les activités que vous allez avoir pour soulager notamment votre anxiété, votre stress, etc. Donc, il y a des personnes par exemple, pour soulager leur stress, qui vont aller ronger leurs ongles. C'est également d'ailleurs dans la même catégorie que la tricotylomanie, même s'il y a énormément de gens qui rongent leurs ongles et qui ne savent pas que c'est un trouble et qu'on peut régler ça. De toute façon, dans la catégorie de la tricotylomanie, il y a aussi la dermatillomanie, le fait de se gratter la peau, de se gratter les boutons régulièrement, et pareil, c'est une attitude qui va répondre à un état de stress. Il va y avoir, comme dit, le fait de se ronger les ongles, le fait de se manger certaines peaux. Il y a vraiment une catégorie, je crois, avec 5 ou 6 troubles. Je vous mettrai tout ça également à l'écran si ça vous intéresse de faire pause pour regarder. Et en choisissant de changer de thérapie, je me suis vraiment rendu compte en fait qu'il fallait surveiller un petit peu les diplômes des personnes qui vous aident en psychologie, qu'il faut en tous les cas aller creuser ça, poser des questions à la personne qui vous aide pour vraiment comprendre est-ce que cette personne est 100% légitime à m'aider ou non. Après, il faut savoir qu'en psychologie, c'est pas forcément évidemment le diplôme qui va être le plus important. Le plus important en général, c'est tout simplement l'entente qu'il va y avoir entre la thérapeute et vous-même, mais vraiment cette information sur quoi est basée cette thérapie, comment est structurée cette thérapie, etc. Moi, ça m'a donné beaucoup de pouvoir et surtout ça m'a énormément aidé à aller mieux. Donc voilà, c'est une petite info que je voulais vous faire passer parce que, comme dit, moi je ne connaissais pas du tout ce sujet, je savais pas qu'il y avait différents types de thérapies, etc. Je sais qu'il y a aussi le MDR, je sais qu'il y a aussi la thérapie des schémas, enfin, il y a plein de thérapies et il y en a plein qui peuvent être vraiment vraiment utiles. Donc si vous êtes dans une thérapie actuellement et que vous ne savez pas quel type de thérapie c'est, je vous invite à questionner la personne qui vous aide pour qu'elle puisse vous donner des informations là-dessus parce que c'est hyper important de savoir où on va. Et également, si vous sentez que vous stagnez dans votre thérapie actuellement, n'hésitez pas à changer de professionnel et, comme dit, à changer de thérapie, ça peut vraiment vous aider. Parce que il y a des thérapies dans lesquelles il y a des outils, il y a des outils concrets, il y a des questionnaires, il y a des choses qui font que vous voyez concrètement comment vous allez avancer et surtout que vous allez pouvoir communiquer de façon efficace, claire, concise avec la personne qui va vous aider, et vraiment ça va vous faire gagner potentiellement énormément de temps, d'argent, puisque forcément la thérapie ça coûte de l'argent. Alors je me reprends sur ce point, sachez que vous pouvez faire des thérapies et notamment des TCC gratuitement dans certains hôpitaux, donc n'hésitez pas à vous informer, c'est hyper important parce que ces aides-là sont primordiales et encore une fois on ne parle pas assez de santé mentale et pas assez d'à quel point, tout simplement en réglant des problèmes psychologiques, on aide des personnes à rester en vie. La troisième chose que j'ai faite, et waouh, qui m'a libérée, mais tellement libérée, et qui me permet d'aller mais tellement mieux aujourd'hui, ça a été d'avoir la force, d'avoir l'énergie et d'avoir les outils pour briser le cercle des relations toxiques, soit les relations toxiques que je subissais dans ma famille, soit les relations toxiques dans lesquelles je pouvais me mettre moi-même, puisque j'avais cette espèce de syndrome en fait de l'infirmière, de penser que je pouvais sauver les gens, donc j'allais toujours choisir en couple des personnes qui potentiellement allaient mal, et il y avait des personnes qui allaient mal et qui étaient très gentilles avec moi, mais il y avait aussi des personnes qui allaient mal et qui étaient destructrices envers moi, et je vous assure que vraiment briser le cercle des relations toxiques, briser le cercle d'aller chercher ces relations toxiques, parce que aussi en général on a été habitué à ça, qu'on a compris en fait l'amour comme cela. Bon, c'est des sujets qui sont hyper complexes, hyper longs à aborder, mais en général ce sont des choses qui découlent de l'enfance et d'expériences que vous avez eues dans l'enfance, dans votre adolescence, etc. qui font qu'en fait vous allez vous diriger vers des personnes toxiques et vous allez vous mettre en fait dans des situations dans lesquelles vous allez être en insécurité, dans lesquelles vous allez être à nouveau maltraité, et en fait vous n'êtes absolument pas responsable de cela, hein. C'est vraiment quelque chose dont on souffre et dont on n'est pas responsable. Néanmoins,
Néanmoins, le jour où on comprend pourquoi on fait ça et qu'on comprend qu'on fait ça aussi, parce qu'en général c'est complètement inconscient, même si on le fait, eh bien on arrive potentiellement à se libérer de ça. Et je vous assure que briser ce cercle des relations toxiques, ça a été une énorme libération pour moi. Je vous linkerai une émission de Ça commence aujourd'hui sur ce sujet spécifiquement que j'ai regardé récemment et qui m'a complètement parlé. Le sujet est très bien abordé et il y a notamment toujours des psychiatres et des psychologues sur le plateau pour apporter un éclairage spécifique et hyper intéressant sur le sujet, en plus des personnes qui vont témoigner. Comme dit, pour briser ce cercle des relations toxiques, il faut tout simplement se comprendre, comprendre qu'on fait ça, comprendre pourquoi on fait ça, mais également lâcher prise, c'est-à-dire comprendre qu'on n'a pas d'emprise sur les autres en fait, même si c'est une emprise qui se veut positive, aidante, etc. Il faut juste comprendre que nous ne sommes pas là pour aider et pour sauver les autres. C'est vraiment ce syndrome de l'infirmière, de la sauveuse, etc. Je ne sais pas qui aura besoin d'entendre ça, mais on ne change pas les gens. On ne change pas les gens toxiques. Une relation toxique, en général, a peu de chances de s'améliorer et le mieux à faire est de couper les ponts, d'arrêter, de partir, que ce soit avec une personne dans votre intimité amoureuse ou dans votre intimité familiale. Et c'est donc en janvier de l'année dernière que j'ai décidé de couper les ponts avec justement une personne toxique de mon entourage et je vous assure, ça m'a changé la vie et c'était absolument incroyable comme libération. Ça a été très dur puisque pendant plusieurs mois vous culpabilisez, vous vous en voulez, vous ne savez pas si c'est le bon choix, vous n'avez pas de recul sur la situation. Vous sortez aussi d'une situation toxique dans laquelle potentiellement vous aviez trouvé une forme de, je ne veux pas dire réconfort parce que c'est pas vraiment du réconfort, mais on va dire vous saviez où était votre place et votre place elle était là depuis très longtemps et le fait de sortir de cette place ça vous fait sortir de cette zone de confort entre guillemets parce que c'est pas du tout du confort en réalité au quotidien, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et c'est seulement avec les mois, les semaines, le temps qui passe que vous allez vous rendre compte que oui, vous vous êtes bel et bien libéré et libéré des chaînes qui vous attachaient à cette personne qui était tout simplement malveillante pour vous. Gardez en tête que ce que vous faites, vous le faites pour votre bien et que vous faites quelque chose de juste et gardez ça en tête pendant ce processus, ça va énormément vous aider et surtout faites-vous accompagner pour avoir une oreille bienveillante et si possible professionnelle sur le sujet. Le quatrième point est plus léger, mais ça m'a aussi énormément aidé. Globalement, réduire son temps d'écran, ça aide pour la psychologie, et notamment, ça dépend du temps d'écran évidemment, mais notamment les écrans sur les réseaux sociaux. Et moi, ce que j'ai fait pour avancer dans ce sens, ça a été tout simplement, alors ça a pris du temps, hein, rassurez-vous, mais j'ai réussi à le faire finalement assez facilement, parce que justement, je me suis laissé le temps de le faire, on va en parler plus tard aussi de ce point-là, mais j'ai arrêté de prendre mon téléphone portable dans mon lit. Et donc j'ai arrêté totalement de m'endormir avec mon téléphone et j'ai arrêté de me réveiller avec mon téléphone. Les règles que je me suis mises sont les suivantes et je tiens à préciser, c'est très important que ces règles sont souples. Ce n'est pas grave de ne pas le faire un jour par semaine, ce n'est pas grave de ne pas le faire de temps en temps, l'important c'est de le faire en général, globalement, au quotidien. Mais en gros, c'est vraiment, comme dit, je mets à charger mon téléphone portable dans le salon le soir et je ne le récupère pas avant le lendemain lorsque je suis vraiment levée et donc sortie du lit. Faire ça, ça m'a permis tout d'abord de sortir de mon travail, parce que vous le savez, mon travail c'est les réseaux sociaux entre autres, et donc de ce fait forcément j'étais tentée sur mon téléphone portable de toujours aller voir mon compte Instagram, d'aller voir mes stats sur YouTube, d'aller voir mes stats sur Instagram, d'aller voir mes stats sur mes stories, ce genre de choses, ce qui fait que je n'avais jamais de pause de travail. Ça c'est aussi un sujet hyper important. Si vous êtes freelance, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et ne plus avoir ce portable dans cette chambre, ça m'a également aidé à retrouver tout simplement un coucher qui soit plus calme, plus serein, entouré de livres par exemple, et entouré de mon amoureux, et donc de retrouver en fait ces petits moments finalement d'intimité où on peut se parler de notre journée, où on peut se faire un câlin, où on peut être présent réellement dans le moment présent justement l'une pour l'autre. Donc ça a été hyper important, mais également de prendre le temps de me réveiller le matin. Donc c'est à dire que le matin j'ai la chance d'avoir une fenêtre juste à côté de l'endroit où je me réveille, tout simplement une porte-fenêtre même, ce qui fait que je peux regarder l'extérieur, j'ai une vue sur la nature, donc je peux regarder le ciel, je regarde parfois les oiseaux, je regarde les arbres, je regarde le feuillage, etc. Et je prends, alors en général c'est vraiment pas long, hein, il me faut genre 5 à 10 minutes juste pour émerger, mais ne pas avoir directement en fait le téléphone sur ma face, mais plutôt d'avoir un petit peu aussi cette lumière naturelle et d'avoir tout simplement ce moment en fait apaisé pour laisser mon esprit divaguer, pour laisser place aussi au vide, c'est hyper important. Et donc le fait de sortir ce téléphone de la chambre m'a vraiment aidé à aller mieux, c'était assez fulgurant.
Et c'est donc le 5e point qui est se libérer de son perfectionnisme. Alors je le sais, tout le monde n'est pas sujette au perfectionnisme, et quand je parle de perfectionnisme, vraiment, je vous le dis droit dans les yeux, ce n'est pas le perfectionnisme comme on l'entend quotidiennement dans la vie de tous les jours. Le perfectionnisme, c'est vraiment quelque chose en psychologie qui a une définition en fait précise et qui est différent de juste dire ah je suis perfectionniste parce que je veux toujours que tout soit parfait. Non, c'est vraiment autre chose, c'est un empêchement psychologique qui est hyper puissant. Et depuis que j'ai appris et que j'ai compris ce que c'était que le perfectionnisme, je vous jure que je vois le monde différemment. Je comprends les discussions que j'ai avec des amis ou même des gens qui parlent sur internet. Je vois le perfectionnisme chez les gens, je vois à quel point ça empêche les gens d'avancer, ça mure les gens en fait, vraiment ça les rigidifie et ça les empêche en fait d'avancer, de se libérer de tout ça. Et je le vois d'autant plus que je l'ai vécu pendant des années et donc je le comprends à 100% je pense. Et je vous jure que travailler sur ce perfectionnisme, enfin réussir grâce à la TCC à me libérer de ce perfectionnisme, ça a été la clé de voûte de tous les autres sujets que je vais vous aborder et que je vous aime aborder dans cette vidéo. Une clé de voûte, je vous jure. Donc je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Le perfectionnisme, c'est une voix dans votre tête qui est là tout le temps. On s'en rend même pas compte en général, une voix qui vous parle et qui va vous dire que vous êtes nul, qui va vous dire que vous n'êtes pas capable. Donc, je vais vous donner un exemple très précis, ça va peut-être plus vous parler. Imaginez que vous êtes à votre compte ou pas, imaginez que vous avez un travail à faire globalement, vous avez quelque chose à faire, voilà. Pour mon cas, on va dire que ce quelque chose à faire, ça va être se mettre au travail. On va dire que ça va être après la pause déjeuner. Donc je vais me fixer par exemple dans ma tête l'objectif de me mettre au travail à 14 h après ma pause déjeuner. Mais imaginons que 14 h soit passées et que je ne sois toujours pas au travail. Alors il faut savoir que la procrastination est intimement liée au perfectionnisme. Donc si vous procrastinez, déjà, à quelconque moment de votre vie, sachez qu'il y a énormément de chances pour que ce soit du perfectionnisme. Donc il faudrait peut-être aller creuser là-dessus, parce que je vous assure que lorsqu'on se libère du perfectionnisme, on revit, on est une autre personne. On décuple nos capacités de travail, on décuple nos capacités d'aller bien, c'est incroyable. Et donc le perfectionnisme, ça va être de vous dire dans votre tête, il est plus que 14 h, je suis une MERDE, j'ai échoué, et du coup, maintenant, je ne vais plus travailler de la journée. Donc en gros, évidemment, en général, on se dit pas « je ne vais plus travailler de la journée », mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire de la procrastination. La procrastination, c'est quoi? C'est le fait de se sentir nul, de se sentir incapable de réussir la tâche qu'on s'est fixée. Donc j'espère que je vais être claire, mais en gros, il y a votre perfectionnisme qui vous dit « il faut que la tâche soit de telle façon ». Donc par exemple, si je veux travailler, il faut que tous les plans de mes vidéos, puisque moi mon travail ça va beaucoup être de filmer, soient parfaits. Ok, ça c'est le perfectionnisme. Et encore une fois, ce perfectionnisme, il est pernicieux, hein, c'est-à-dire que c'est pas aussi clair en général dans notre tête. Donc en gros, je vais me mettre des attentes qui sont très élevées. Or, il va y avoir l'autre partie de moi qui me fait sentir comme une MERDE, qui me fait sentir nulle, ok? Donc je vais me dire, de toute façon, impossible d'atteindre l'objectif que ce perfectionnisme dans ma tête s'est fixé. Impossible puisque je suis nulle. Donc je vais préférer ne rien faire, ne pas travailler, ne pas faire la tâche, plutôt que de m'exposer à faire cette tâche, mais de ne jamais arriver au point de perfectionnisme que je me suis auto-fixé, et donc que ça confirme en fait qu'effectivement je suis une MERDE, comme le disait cette voix. De toute façon cette voix méchante dans ma tête, elle avait raison. Et en fait, un jour, lorsque j'ai travaillé sur mon perfectionnisme, et bien tout simplement, j'ai mis des pensées alternatives en place. Ça c'est un outil de TCC, de toute façon, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, il y a beaucoup d'outils de TCC. Les pensées alternatives, ça va être de dire, ok, qu'est-ce que je me suis fixé? Donc déjà, enlever ce brouillard sur ce perfectionnisme, comprendre qu'est-ce que je me suis fixé, etc. Et ensuite, ça va être de se dire, si je n'atteins pas l'objectif que je me suis fixé, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, en général, la première réponse, si on n'a pas travaillé dessus, ça va être « je suis nul, la vie ne sert à rien, mon travail ne sert à rien, je ne sers à rien ». Voilà, des pensées hyper négatives de ce type. L'objectif, ça va être de changer ses pensées. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire tout ça, ces choses très négatives, d'être une bourrelle pour vous-même, et bien tout simplement, vous allez vous dire « finalement, en réalité, vraiment genre, si on redescend sur terre, entre guillemets, pas dans sa tête, qu'est-ce que ça fait si je ne travaille pas à 14 h? Qu'est-ce que ça fait? Bah ça fait rien. En général, ça ne fait littéralement rien. Et si ça fait quelque chose, les conséquences ne sont pas si graves. Ça, déjà, se dire ce n'est pas grave, travailler sur ces pensées alternatives et en fait, se les faire dans notre tête, donc se dire qu'est-ce qui va se passer si je ne travaille pas à 14 h, donc en l'occurrence, bah rien, je vais perdre un peu de temps potentiellement. Qu'est-ce qui va se passer si je travaille pas à 14 h? Bah je peux travailler à 14 h 05, je peux aussi travailler à 14 h 10,
Je peux aussi travailler à 15 h et je vais aller plus loin. Je pourrais même aussi recommencer à travailler demain matin. Et c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences en fait. C'est pas grave. Et vraiment, ce sujet de travailler sur le perfectionnisme, je vais vous dire, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, ça a découlé sur tous les autres sujets que j'aborde dans cette vidéo. C'est-à-dire que je n'aurais jamais pu, jamais réussi, je serais restée sclérosée, coincée dans mon mal-être, parce que je n'aurais pas eu la capacité de mettre en place ne serait-ce qu'une seule des habitudes que je vous ai listées jusqu'à maintenant et que je vais continuer à vous lister dans le reste de la vidéo. C'est tout un travail, ça m'a pris des mois, donc avoir de la bienveillance à nouveau envers soi-même, c'était mon 6e point, de dire faire taire cette voix oppressive dans votre tête qui vous parle mais tellement méchamment. Et voilà, c'est le moment où je vais pleurer, qui vous parle plus méchamment que ce que vous auriez parlé à n'importe qui d'autre en fait. Jamais on se permettrait de parler à nos amis, à nos proches, aux personnes qu'on aime, comme on se parle à nous-mêmes et avec cette voix oppressive et méchante qui est dans notre tête. Et sachez que cette voix oppressive, elle vient pas de nulle part, en général elle vient de l'enfance. On dit souvent que ce qu'on nous a dit dans notre enfance devient la voix et devient la façon dont on se parle lorsqu'on est adulte. Je sais pas si ça vous parlera. Encore une fois, c'est un cheminement très long de des années. Soyez gentils envers vous-même si vous ne voyez pas encore les liens, mais ça prend du temps et je vous assure que prendre conscience de tout ça, ça libère. Et j'aimerais vous apporter ces paroles positives dans cette vidéo, notamment si, comme moi, vous avez vécu des maltraitances dans l'enfance et que c'est difficile de se relever de tous ces sujets-là, mais vous êtes aimé, vous méritez l'amour, vous méritez qu'on vous traite bien, vous êtes capable d'énormément de choses, vous faites des belles choses pour les autres, vous faites de votre mieux, et encore une fois, vous méritez l'amour. Vous méritez d'être dans une situation dans laquelle vous êtes bien traité, dans laquelle on vous respecte, quelles que soient les interactions sociales. Donc vraiment, je vous invite à mettre en place ces pensées alternatives, à détricoter tout ça, à travailler sur le perfectionnisme en thérapie, parce que je vous jure que travailler sur ce perfectionnisme, ça m'a permis vraiment, je sais que je l'ai déjà dit, mais ça m'a permis de sortir de ma sclérose, ça m'a permis de sortir de la situation dans laquelle j'étais et dans laquelle je n'arrivais pas à sortir en fait. J'arrivais pas à me libérer de tout ça. Et grâce au fait d'avoir travaillé sur le perfectionnisme, ma voix dans ma tête, qui est négative, qui était méchante, qui était vraiment ma bourrelle, s'est tue. Lorsqu'elle revient, je sais comment lui parler, je sais comment me parler, et je sais me dire que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave de ne pas sortir une vidéo si j'ai prévu de sortir une vidéo par exemple. Ce n'est pas grave de ne pas rendre un devoir s'il faut le rendre. Ce n'est pas grave de prendre son temps. Ce n'est pas grave de prendre des congés pour aller mieux. Ce n'est pas grave de quitter son travail pour aller mieux si financièrement vous avez la possibilité de le faire. Donc j'espère que cette partie de la vidéo sur le perfectionnisme va vous parler, au moins à certaines personnes d'entre vous. Je vous jure vraiment, franchement, si vous êtes en thérapie, parlez-en à votre psy, dites-lui je veux travailler sur le perfectionnisme, si vous avez compris des choses par rapport à ça. Mais globalement, comprendre mes empêchements, et notamment le perfectionnisme, ça m'a changé la vie, et ça m'a sauvé la vie, clairement. La 7e chose qui a sauvé ma santé mentale cette dernière année, ça a été d'adopter une chienne. Oui, je sais pas à quel point on le sait, moi je le savais pas tant que ça avant d'avoir une chienne, mais honnêtement, globalement avoir un animal de compagnie, hein, que ce soit un lapin, que ce soit un chat, etc., ça aide énormément pour la santé mentale puisque en général on se concentre sur une autre personne que nous-mêmes, ça fait du bien un petit peu aussi, surtout lorsque l'on va mal, et ça nous permet également eh bien, d'avoir des câlins, d'avoir des moments d'amour, de pouvoir l'aider, de pouvoir prendre soin de cet animal et de voir que cet animal s'épanouit, ça aide aussi énormément à aller mieux. Donc la chienne m'a permis d'avoir des sorties quotidiennes à l'extérieur, d'avoir des interactions quotidiennes, même si c'est des mini-interactions, sachez qu'il a été prouvé que la première cause de longévité de la vie humaine, c'est pas le sport, c'est pas l'alimentation, c'est pas la génétique, c'est avoir le plus possible d'interactions. Donc des interactions, voilà, des interactions sociales en fait tout simplement. Et le truc qui est incroyable là-dedans, c'est que même les toutes petites interactions, même si vous allez acheter votre pain dans une boulangerie, même si vous dites bonjour à votre postière par exemple, ce genre de toutes petites interactions, elles comptent aussi, donc c'est incroyable. Et Ebrel m'a vraiment permis, tout comme c'est le cas lorsqu'on a un enfant et qu'on se retrouve au parc pour enfants et que on croise des gens et qu'on leur parle parce que l'enfant va être en fait un vecteur tout simplement de communication sociale, et bien Ebrel est pour moi mon vecteur et ça m'a énormément aidé par rapport à ce point. D'ailleurs je me suis même fait des amitiés dans le quartier grâce à ça, et ça c'est vraiment très précieux, surtout que vous le savez peut-être, on a déménagé il y a 1 an et demi à Strasbourg et que ni Erwan ni moi-même n'étions originaires de la région, donc quand on arrive quelque part, c'est pas forcément évident en tant qu'adulte d'avoir des interactions sociales de qualité et de se faire des amis sur place.
Donc oui, Ebrel m'a aidé pour cela, et également quelque chose qui a été incroyable, c'est que déjà lorsque j'ai adopté Ebrel, j'ai ressenti un amour maternel pour elle. Mais vraiment, je vous jure, je sais que c'est un amour maternel parce que je n'avais jamais ressenti cet amour pour n'importe qui d'autre, et que tout de suite ça a été une évidence. J'étais en mode, c'est ma fille, je suis sa mère, voilà, peut-être que vous allez me prendre pour une folle, mais je m'en fiche, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et le fait, comme dit, de me sentir responsable d'une tierce personne, ça m'a tellement aidé à sortir ma tête de ma propre psychologie et à lâcher prise aussi sur ma propre psychologie, à lâcher prise sur tout ça en fait, sur mes propres problèmes en fait, et ça m'a tellement aidé. Et en fait un truc qui est incroyable et qui dure encore aujourd'hui après un an d'adoption de cette merveilleuse être, et bien ça a été tout simplement de me sentir épanouie, mais j'irais même au-delà, de me sentir heureuse au travers de son propre bonheur à elle. Je dis derrière parce qu'elle est derrière moi, elle est toute collée à moi en boule derrière, c'est trop mignon. Et donc au travers de son épanouissement à elle, moi je me suis accomplie. Je sais pas comment dire en fait. Vraiment le fait de la voir heureuse. Je vous montre parfois des petites vidéos sur Instagram, je vous en mettrai à l'écran également maintenant. Mais le fait de voir Ebrel courir dans la nature, le fait de voir Ebrel jouer avec ses camarades, le fait de voir Ebrel nager, sauter dans l'eau, courir dans les ruisseaux, c'est incroyable, c'est incroyable. Son bonheur à elle, et surtout, vous le savez sûrement, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne, j'ai adopté une chienne qui était maltraitée, qui était traumatisée de la Roumanie, parce que la situation pour les chiennes en Roumanie est absolument atroce. Elle était totalement traumatisée, elle était l'ombre d'elle-même, elle était l'ombre d'une chienne, elle n'avait vécu que la maltraitance, elle n'avait vécu que les coups, je pense, des humains en fait, ou presque. C'est-à-dire que chaque main qui s'approchait d'Ebrel, elle se protégeait, elle faisait un pas de recul parce qu'elle avait peur qu'on la frappe. Et vraiment, je vous jure, elle ne souriait pas, elle avait les yeux éteints, elle était triste, c'était même pas une chienne en fait. Elle se faisait tellement petite, elle voulait tellement se faire oublier, et ça fait un an maintenant qu'on l'a, et l'évolution est tellement incroyable. Son évolution, elle est exceptionnelle. Elle est passée d'une chienne maltraitée à une chienne heureuse, choyée, et vraiment, il y a eu tout un cheminement sur sa propre psychologie à elle aussi, sur ses anxiétés, sur ses angoisses, sur ses peurs, sur toutes ces choses-là en fait, et le fait de travailler avec elle tous ces sujets-là, le fait qu'elle aille beaucoup mieux aujourd'hui, qu'elle ait beaucoup moins d'anxiété, etc., même si tout n'est pas réglé. Et je pense que malgré tout, elle gardera des séquelles et des fragilités par rapport à ça, mais c'est pas grave, on peut vivre avec. Et honnêtement, l'analogie avec la psychologie humaine, elle est totale également. Hein. On sait en général que lorsqu'on a vécu des choses très difficiles, eh bien on garde des séquelles, mais c'est pas pour ça qu'on vit moins bien, c'est pas pour ça qu'on est moins heureuse. On sait juste vivre avec, et je pense qu'encore une fois, des personnes sauront de quoi je parle. Grâce à ma chaîne, j'ai aussi pu d'autant plus lâcher prise et vivre l'instant présent de choses qui sont extrêmement importantes pour aller mieux, vraiment. C'est des mots courts, mais ça veut dire beaucoup, clairement. Mais tout ça pour dire que Ebrel m'a permis d'être beaucoup plus dans l'instant présent, dans le moment présent, mais également de m'abandonner à l'amour, de m'abandonner au jeu. Tout ça, c'est encore une fois du lâcher prise. Et cet ensemble, et encore tellement d'autres choses, l'amour qu'elle nous donne, qui est absolument incroyable. Le fait, comme j'ai dit, de s'abandonner à l'amour, c'est exceptionnel, et on peut le faire évidemment avec un humain, mais le faire avec un animal, je crois que c'est plus simple encore, et c'est incroyable, et on sait qu'un animal ne nous fera jamais de mal, et ça c'est fou, c'est juste fou. Mais bref, adopter une chienne, ça a été l'une des choses qui m'a aidée intensément à aller mieux cette année. Le 8e point va également être un sujet extrêmement intime, extrêmement vulnérable, et je sais qu'il va parler à énormément de personnes parmi vous. Ne vous étonnez pas si je pleure, mais une chose qui m'a énormément aidée, et pour le coup je l'ai fait avant cette année, hein, pour être tout à fait transparente, mais dans tous les cas c'est une habitude qui m'a sauvé la vie, ça a été de reconnecter avec mon enfant intérieur, et de lui parler, de la rassurer, et de lui dire que à présent, c'est moi, Andrea, adulte, qui suis responsable de son bien-être, qui suis responsable du fait qu'elle peut vivre comme une enfant, qu'elle peut continuer ses activités d'enfant, et que à présent, je ne suis plus une personne malveillante pour elle, je suis plus une bourrelle pour elle, et voilà, je vais être là pour elle et l'aider. Je vais vous raconter quelque chose d'extrêmement intime, vraiment, mais j'ai envie de vous le raconter parce que je pense que ça pourra vous parler, et ça pourra peut-être vous aider. Mais en gros, c'était une période où je faisais énormément de cauchemars. Très difficiles, très très durs, et ça m'arrivait régulièrement la nuit. Et en fait, il faut savoir que y a eu une série de cauchemars que j'ai fait toute mon enfance. Vraiment, ça a été très très durable, à peu près à partir de mes 10-11 ans jusqu'à très très récemment, où je faisais toujours le même type de cauchemar en fait. Et ce cauchemar, j'arrivais pas à le comprendre. J'arrivais pas à percer le mystère de ce cauchemar.
J'arrivais pas à comprendre ce que mon inconscient, ce que mon psyché me disait au travers de ces cauchemars répétés, répétés, presque nuit après nuit. Ce cauchemar, je vais vous l'expliquer, c'était en fait, dans le cauchemar, j'étais obligée de prendre un transport. J'étais seule et c'était extrêmement important toujours de prendre ce transport pour aller quelque part. Parfois si je devais prendre l'avion, parfois je devais prendre beaucoup le RER parce que j'ai énormément pris le RER lorsque j'étais enfant, beaucoup trop tôt, de façon beaucoup trop intense. D'ailleurs j'étais seule et j'étais souvent transie de peur dans ces transports en commun. Peur de l'autre, peur des hommes, peur des enlèvements, peur des attouchements, etc. Mais bref, pour revenir à mon rêve, donc je devais absolument prendre ce transport et tout le rêve, tout le cauchemar était tourné autour du fait que je n'y arrivais pas et que j'étais seule. Et j'essayais, je faisais tout mon possible, il y avait toujours mille et une péripéties qui faisaient que ça m'empêchait de prendre ce transport qu'il était si important de prendre. Et donc voilà, j'ai tout fait, hein. Il y a eu l'avion, il y a eu le bateau, il y a eu le RER, il y a eu le train, il y a eu tellement de transports différents, mais le sujet était toujours le même, je devais prendre ce transport et je n'y arrivais pas. Et il y avait des fois, tenez-vous bien, où oui, j'arrivais à prendre le transport, mais j'avais oublié quelque chose d'extrêmement important sur le quai. Et du coup, bah, c'était comme échoué, parce qu'en fait, je pouvais juste pas, donc ça pouvait être j'arrive à l'aéroport et en fait tout était bon, et en fait au dernier moment on se rend compte que j'ai pas les papiers pour rentrer dans l'avion par exemple, et c'était très souvent aussi, bah, comme dit, autour de l'école, et donc c'était très souvent, j'oubliais mon cartable sur le quai, ce qui était vraiment ma hantise, parce que vous le savez, vous avez tous et toutes été enfants, et vous savez à quel point le cartable c'est quelque chose de très important et qu'on n'a pas envie de perdre. Et voilà, en gros tout le reste c'était ça. Et en fait, donc j'étais déjà en psychothérapie à l'époque, j'avais pas encore commencé ma TCC, mais je travaillais déjà beaucoup sur ma psychologie, sur mes traumas, sur mon enfance, etc. Et un jour, donc c'était vraiment récent, hein, je pense que ça fait à peu près 2 ans en gros, j'ai fait un cauchemar absolument édifiant. En fait, j'ai peur de vous partager ce cauchemar, déjà parce que les rêves et les cauchemars, je trouve personnellement que ce sont l'une des choses les plus intimes qu'il puisse exister, et aussi parce que bah, forcément j'ai un petit peu peur de le raconter et de penser que peut-être si mes parents s'intéressent suffisamment à ce que je fais, ils verront cette vidéo, et bon voilà, c'est difficile parfois de libérer la parole. Je pense qu'encore une fois vous saurez peut-être de quoi je veux parler, mais je vais quand même vous raconter ce cauchemar en détail, donc c'est parti. Forcément, je me souviens pas d'absolument tout en détail parce que, vous le savez, les rêves et les cauchemars, ça a tendance un peu à partir, mais je me souviens quand même à peu près du gros. Donc je me souviens que le début du cauchemar, j'étais en fait chez mes parents dans une maison qui n'était pas la mienne vraiment dans mon enfance, mais qui dans le rêve était ma maison d'enfance. Et en fait, je me rendais compte dans ce cauchemar que mes parents avaient mis des caméras dans ma chambre, dans absolument toute la maison d'ailleurs, mais qu'il y avait des caméras dans ma chambre et que mes parents visionnaient ces caméras, et que donc ma plus profonde intimité était violée littéralement. Et je me rendais compte de ça. Et en fait, lorsque je m'en rendais compte, ça me rendait folle dans mon rêve, folle de penser que c'était possible de faire ça. Et je précise, hein, c'est un cauchemar, hein, c'est pas passé dans la vraie vie évidemment, mais voilà. Et dans ce cauchemar, en fait, vais voir mes parents et je les confronte à ce que je viens de découvrir. Et donc je suis en détresse psychologique dans ce cauchemar absolument extrême, hein, vraiment. Je suis en pleurs, je crie, je hurle et j'essaie de les secouer en fait, et de leur dire mais ça va pas, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez mis des caméras partout dans la maison? Pourquoi vous avez mis des caméras dans nos chambres? Pourquoi vous visionnez les caméras de nos chambres? En gros, j'étais en mode mais ça va pas quoi. Et en fait, mes parents justifiaient ça en disant que non, c'était tout à fait normal de faire ça, que c'était normal de nous surveiller, qu'ils faisaient ça pour notre bien, que voilà, enfin en fait ils justifiaient, il n'y avait aucune excuse, il n'y avait pas de remise en question, il n'y avait pas de compréhension du fait que juste pour une personne normale c'est totalement pas ok de faire ça en fait. Et donc moi j'essayais de m'évertuer et j'étais dans un état psychologique dans ce cauchemar qui était terrible. Et en fait ce qui est assez incroyable, hein, c'est un cauchemar vraiment qui, comme dit, qui change hein, de tous les autres cauchemars que j'ai fait pendant mon enfance, mais qui m'a permis de comprendre enfin pourquoi je faisais ces cauchemars dans mon enfance. On va y venir. Et dans le cauchemar, je me dis, là ça va pas du tout, je suis dans une détresse psychologique énorme, je viens découvrir quelque chose d'atroce, pour lesquels les personnes qui l'ont fait me disent que c'est totalement justifié et totalement normal et que c'est moi qui suis folle, et j'ai besoin d'être psychologique. Donc vraiment je vous jure, dans mon cauchemar, je me dis, Andrea, tu as besoin d'être psychologique. Et donc je me rends dans un endroit, comme un espèce de centre on va dire, et je leur explique et je leur dis, bah voilà, aujourd'hui j'ai besoin d'être psychologique. En fait ce centre était une sorte de... je
je sais pas comment dire, c'était comme une sorte de centre de loisirs. D'ailleurs c'était dans un endroit où j'ai eu un centre de loisirs quand j'étais enfant, donc je pense que c'était pas pour rien. Et en fait il y avait comme des accompagnatrices quoi, un peu comme des personnes qui sont là quand t'es enfant et qui t'accompagnent dans les différentes activités. Voilà, c'était un truc comme ça. C'est-à-dire que dans ce cauchemar et cette espèce de centre de loisirs entre guillemets, il y avait plein d'activités pour adultes, dont genre la piscine, dont le dessin et dont de l'aide psychologique qui était l'une des activités. Et là donc je demande et on me dit oui ok tu vas avoir de l'aide psychologique aujourd'hui maintenant, donc je suis toujours dans mon cauchemar. Et en fait, au dernier moment, on me dit « Ah, au final, attention, il y a deux groupes, il y a le groupe pair, le groupe impair, et en fonction de la semaine, tout le monde n'a pas accès à cette aide psychologique, à cette activité-là. » Donc là, c'est une première barrière dans mon rêve, dans mon cauchemar, qui rejoint en fait des barrières que j'avais dans mes cauchemars quand j'étais enfant. Finalement, incroyable, ça c'est un truc aussi qui a changé grâce à ma psychologie qui a changé, mais je vous expliquerai plus tard. Incroyable, en fait, non, je suis dans le bon groupe, donc je peux accéder à cette aide psychologique. Et donc bah, je me rends, on m'accompagne, je me rends dans une pièce dans laquelle je vais avoir mon aide psychologique. Et alors là, faut vous signifier, hein, on est vraiment toujours très très originaux lorsqu'on fait des cauchemars et des rêves, mais en gros, je me retrouve dans une grande pièce, presque comme un call center si vous voyez, avec plein de psychologues qui ont des ordinateurs. Et qui ont une chaise en fait de bureau avec des roulettes sur laquelle elles sont assises. Et en fait, sur l'ordinateur, ce qui est écrit, c'est comme si vous codiez. Donc si vous voyez à quoi ça ressemble de faire un code, là, le fond noir et puis les écritures vertes, en gros, en général, c'est ça, et bien ça ressemblait à ça. Et donc on me dirige vers un psychologue, et ce psychologue me dit, bah très bien, la séance va pouvoir commencer. Pour cela, il faut tout simplement que tu appuies sur telle touche, et qu'en gros, en fait, tu passes de l'espace code de l'ordinateur à un espace différent en fait de l'ordinateur, donc genre un front de site internet. En gros, j'avais une manip à faire sur l'ordinateur pour pouvoir commencer le cours en fait, voilà. Et c'est là que de nouveaux soucis commencent, puisque en fait, je n'arrive pas, je pense que vous l'avez peut-être vu venir à des kilomètres, je n'arrive pas à accéder au début de la séance de psychothérapie. En gros, je n'arrive pas à taper sur les bons boutons, et donc il y a tout un truc qui s'enchaîne. À la fois j'arrive pas à appuyer sur les boutons, mais j'ai un souvenir comme ça où en fait je m'assois sur cette chaise qu'on m'a donnée, qui est donc une chaise de bureau à roulettes, et en fait la pièce est penchée, ce qui fait que je n'arrête pas d'être en fait ma chaise n'arrête pas d'aller en arrière, et je dois remonter et essayer de faire le truc, et après ma chaise retourne en arrière et je dois remonter et j'y arrive pas, et donc c'est une détresse terrible. Et là en fait le psychologue me dit bah écoute Andrea, ça fait une demi-heure maintenant que tu essayes d'accéder à la séance, sauf que bah là la séance est finie parce que c'était une séance d'une demi-heure, et donc eh bien la séance est finie, donc tu n'as plus accès à cette séance. Ça c'était mon cauchemar, et là je me réveille en sursaut et je me réveille en pleurs. Il est un truc du style 5h du matin, je dors avec Erwan, et d'ailleurs j'étais chez mes parents lorsque j'ai fait ce cauchemar, bizarrement. Et là je me rends compte que je suis en pleurs en fait, et que je vais pas pouvoir gérer ça toute seule. Donc je réveille Erwan qui très gentiment m'accompagne dans ce moment difficile. Et c'est là que j'ai vraiment rencontré mon enfant intérieur. Alors je sais, ça peut paraître hyper chelou, je suis pas du tout dans les trucs... enfin voilà, moi je suis très ancrée aussi dans le réel, mais bon. Et force est de constater que j'ai rencontré ma personne intérieure, voilà, ça s'est fait. Et ça a été un moment d'émotion extrême que je vais vous raconter du coup. C'est juste que quand je me suis réveillée, surtout j'ai compris, en fait, quand je me suis réveillée, je me souviens, je me disais cette phrase en boucle, et c'est ce que j'ai dit aussi à Erwan à ce moment-là, je lui ai dit... Je comprends enfin pourquoi je faisais ces cauchemars à répétition, à répétition, à répétition quand j'étais enfant, parce que j'étais fucking seule en fait sur ma psychologie, j'étais seule sur les choses que je traversais, qui étaient très difficiles pour moi, j'avais pas d'oreille pour m'écouter, et je devais continuer à faire les choses que je devais faire en tant qu'enfant. Mes parents avaient énormément d'exigences pour moi, donc je devais faire tout un tas de choses, voilà, beaucoup de... un peu le côté un peu enfant trophée, si vous connaissez ce terme-là, il y avait un côté comme ça, et en fait, voilà, j'étais tout le temps surstimulée, je devais faire plein de choses, je devais tout réussir, je devais pas me tromper, je devais prendre plein de transports en commun dans la région parisienne, et si vous êtes de la région parisienne ou de Paris, vous savez à quel point les transports en commun peuvent être stressants, alors imaginez le faire seul quotidiennement lorsque vous avez 11 ans, et en fait le truc qui m'est apparu, mais énormément à ce moment-là, quand je me suis réveillée à 5h du matin dans ce lit, ça a été, je comprends, j'étais seule, j'aurais tellement eu besoin de quelqu'un en fait pour me comprendre, m'écouter, m'aider, m'apaiser, changer les choses, faire en sorte que ce soit pas trop lourd pour moi au quotidien. Donc voilà, en fait, j'avais énormément d'injonctions et j'étais seule face à ça en fait. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une infinie tendresse envers moi-même, une infinie empathie envers moi-même, et ça peut paraître chelou de dire envers moi-même comme si c'était deux personnes différentes, moi de enfant et moi de adulte, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire en fait. Chaque adulte est un enfant qui a grandi,
mais il y a des adultes qui sont plus ou moins connectés à leur enfant, il y a des adultes qui sont complètement coupés de leur enfant et de leur enfance, il y a des adultes qui sont très connectés, mais dans tous les cas, on est quand même un petit peu deux personnes différentes, parce que forcément on est la même personne, mais en même temps on n'a pas la même psychologie, on n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes connaissances, etc. etc. Et en fait, ce matin-là, en me réveillant, j'ai fait ce travail, où ce travail s'est imposé à moi, de rencontrer mon enfant intérieur. Et alors, bon, encore une fois, c'est extrêmement intime, mais on n'est plus à ça près dans cette vidéo. En fait, je me suis retrouvée comme... Pourtant, j'étais réveillée, hein, mais j'avais cette vision très très claire dans ma tête, en fait, où je me suis retrouvée comme dans une pièce très très blanche, complètement vide, comme s'il n'y avait pas de mur, il y avait juste... Voilà, c'est juste tout blanc. Et là, il y a moi, enfant, en fait, qui est là, juste là, en fait, et je la rencontre, moi, adulte. Donc on se retrouve à deux personnes, la même personne, mais deux personnes, dans cette pièce. Et en fait, je parle à mon enfant, et je lui dis, et c'est là que c'est très difficile pour moi de l'expliquer, je lui dis que maintenant, à partir d'aujourd'hui, je suis là pour elle, c'est moi qui suis responsable de son bonheur, c'est moi maintenant qui suis responsable de sa bonne santé, c'est moi qui suis responsable de la laisser être une enfant, de la laisser avoir cette inconscience d'enfance en fait, tout simplement, de la laisser libre de ça, libre de vivre son enfance sereinement. Et donc ça c'est quelque chose que je lui dis en fait. Je lui dis maintenant t'es libre, je te laisse repartir, je te laisse jouer, je te laisse avoir ton inconscience, je te laisse continuer en fait à vivre l'enfance que tu mérites. Et sache maintenant que c'est moi qui suis responsable de toi et que jamais je t'abandonnerai, et jamais je te parlerai mal, et jamais je te frapperai, et jamais je te maltraiterai en fait. Et j'ai laissé mon enfant intérieur comprendre ça, je lui ai expliqué qu'elle n'était pas responsable de tout ce qui s'était passé dans son enfance, je lui ai expliqué qu'elle n'était pas responsable pour les choses dont elle se sentait coupable, parce que quand t'es enfant, t'es jamais responsable en fait. Et voilà, je l'ai apaisée, je lui ai apporté cette chaleur humaine, je lui ai apporté cet amour, et ce jour-là, ça a changé quelque chose dans ma psychologie, mais tellement énorme, c'est-à-dire que j'ai compris que... comment je pourrais dire, j'ai compris que maintenant, en tant qu'adulte, j'étais responsable pour moi-même, et j'étais responsable... le mot responsable, il n'est pas pensé de façon dure, il n'est pas pensé de façon méchante, de façon oppressive envers soi-même, vous avez bien compris je pense. Le mot responsable, il est juste pensé de façon à dire je te soigne, maintenant c'est moi qui vais t'aider, je vais m'aider, je vais t'aider. Et ça va changer à tout jamais je pense. Cette rencontre-là, juste pour info, je pense que cette rencontre, cette image de rencontre que j'ai eue, elle a été modelée par quelque chose que j'ai vu, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il y a une scène très similaire dans un film qui s'appelle Les Chatouilles, qui traite d'un sujet très très dur, parce que ça traite de l'inceste. Et en fait, forcément, cette journée-là, j'étais très fatiguée après avoir vécu ça le matin. Je sais pas si vous imaginez le degré d'intimité que j'ai pu partager avec Erwan à ce moment-là, et aussi le degré de déconnexion forcément que j'avais avec les personnes de ma famille qui étaient là et qui savaient pas que j'avais vécu ça ce matin-là. Mais voilà, maintenant peut-être qu'elles le sauront, et vous le savez aussi, et c'était hyper important pour moi de vous expliquer ça. J'espère que ça a pu vous parler également, mais voilà, c'était l'un des points de cette vidéo, reconnecter avec son enfant intérieur. On va continuer la vidéo avec cette tête toute rouge et bouffie d'une personne qui vient de pleurer devant vous, et c'est ok. Les trois prochains points, je vous le dis, ils seront beaucoup plus légers et voilà, beaucoup plus simples et beaucoup plus courts aussi que ce point précédent. Donc le point suivant, ça a été de comprendre ce qui me rend heureuse. C'est assez facile en général, les moments dans lesquels vous vous sentez vraiment particulièrement heureuse, bien alignée, les moments qui vous font du bien, les moments qui vous rechargent, et prendre spécifiquement du temps sur mon emploi du temps pour mettre en place des moments de ce type. Par exemple, pour ma personne, ces moments-là sont des moments toujours en nature, accompagnés de personnes que j'aime et dans le moment présent, donc dans une forme de simplicité. Donc par exemple, il y a un lac qu'on adore, enfin que moi j'adore du plus profond de mon cœur, qui n'est pas très très loin de chez nous, en tous les cas accessible en voiture, et lorsque je suis à ce lac et que je passe du temps à ce lac, la chienne nage, je nage, on profite du soleil, on profite de la nature, on peut avoir une espèce de petite crique presque personnelle, ce qui est assez incroyable, ce qui fait qu'on est dans une sorte d'intimité qui est vraiment, vraiment chouette. Et donc typiquement, aller au lac, là on arrive au printemps avec grand bonheur, et on va pouvoir à nouveau y aller et profiter d'un beau temps et pouvoir se baigner, etc. Je sais que ces moments-là sont des moments mais incroyables pour ma psychologie, qui me font un bien fou, qui me rechargent, etc. Globalement les moments nature, marcher en forêt, ça m'aide énormément également, et comme je vous le disais, être vraiment
connecter au moment présent et connecter aux éléments de la nature, connecter à mes sens, etc. Regarder avec attention l'extérieur, les arbres, la nature, etc. Bref, vous avez compris, l'eau, toutes ces choses-là. Ça m'aide personnellement énormément à aller bien et à aller mieux. Ça recharge ma psychologie, ça recharge mon physique, ça recharge tout. Et donc pour moi, ces moments-là sont incroyables de bonheur, vraiment c'est des pépites. Et donc je les ai un petit peu, j'ai tout simplement cherché à comprendre quels étaient ces moments et cherché à les mettre en place. C'est bien de le faire si on peut une fois par semaine, c'est vraiment super. Et ça aide énormément, c'est une sorte de cure pour sa psychologie. Donc ça a été une habitude qui m'a aidé énormément cette année passée. Également, soigner ma vie sociale, j'en ai parlé rapidement précédemment dans la vidéo, mais grosso modo ma règle c'est d'avoir 2 interactions sociales qualitatives et longues par semaine, donc j'arrive pas toujours à le faire, mais en tous les cas c'est un objectif. Quand je dis j'arrive pas toujours à le faire, encore une fois, important, tous les objectifs que je vous cite, même si je vous dis 2, le chiffre il est pas rigide, hein. Si c'est 3, bah c'est très bien, si c'est 1, c'est très bien, si c'est 0, et bah c'est pas grave, la semaine prochaine on essaiera de faire différemment et de faire mieux pour ma psychologie. Important vraiment voilà, encore une fois, ce perfectionnisme, il faut pas qu'il vous bloque et qu'il rigidifie tout ça. Donc voilà, hein, tout ça, ça a été important aussi de le travailler, mais vous l'avez compris. D'ailleurs, par rapport à ces interactions sociales, vous vous en souvenez peut-être si vous me suivez un petit peu finement, j'avais fait justement une story à ce sujet-là pour rencontrer des gens sur Strasbourg, et grâce à ça, j'ai rencontré un ami, Maxime, si tu passes par là, qui m'est vraiment cher, et je suis trop heureuse de connaître cette personne. J'ai également rencontré Mathilde par Instagram, enfin bon, j'ai rencontré plein de gens par Instagram, mais la majorité de mes interactions sociales, outre du coup mes interactions sociales par rapport à Ebarel, sont tout simplement liées à Instagram et au fait que j'avais demandé justement à me faire des amis sur Strasbourg. Si vous pensez qu'on est fait pour être amis et que vous habitez à Strasbourg, n'hésitez pas à m'écrire, je vous garantis pas qu'on pourra se voir très vite et tout, mais en tous les cas c'est toujours bon à savoir pour moi et je suis toujours curieuse et heureuse de rencontrer des nouvelles personnes et de pouvoir nouer des amitiés. C'est hyper important pour moi, notamment avec cet objectif des interactions par semaine. J'ai ma chaîne qui s'est levée derrière et qui vient de se recoucher. Et enfin, le dernier point qui, vous allez le voir, est assez facile à mettre en place mais qui m'a vraiment aidé un petit peu à éteindre mon cerveau. Voilà, si vous êtes comme moi, vous savez que c'est pas forcément évident d'éteindre son cerveau. Et en fait, un truc que je fais depuis très récemment, et je vous jure, c'est incroyable. Est-ce que vous avez déjà vécu des expériences dans des hammams, dans des saunas ou ce genre de choses, mais notamment dans des hammams? Moi, j'ai un souvenir d'un hammam dans lequel j'allais parfois quand j'étais enfant avec ma mère, dans lequel en fait c'était très humide, etc. Et c'était dans le noir. Et ça faisait beaucoup de bien parce qu'en fait, du coup, ça permettait justement d'éteindre le cerveau. Et en fait, récemment, avec Erwan, on s'est rendu compte qu'on pouvait prendre des douches dans le noir. Alors oui, ça paraît assez ouf, mais en fait, on ne la prend pas totalement 100% dans le noir. De toute façon, vous aurez de toute façon un petit peu de lumière qui passera sous la porte. Mais en gros, nous, on a cette lumière qui passe sous la porte et on a également une petite lumière où on a l'heure en fait qui est écrite de façon analogique sur notre porte-serviette. Et le fait d'éteindre toute la lumière et de prendre une douche chaude dans cet environnement-là, ça fait que vous allez vous créer de toute façon probablement une sorte de petit hammam et aussi que vous allez être dans le noir ou le presque noir. Vous allez voir, vos yeux vont de toute façon s'habituer à la baisse de luminosité et au bout d'un moment vous verrez relativement bien franchement dans le noir. En tous les cas pour moi c'est mon cas. Et je vous jure j'ai jamais entendu personne qui disait qu'elle prenait des douches dans le noir. Évidemment faites attention à votre sécurité, hein, ça me paraît assez logique. Mais voilà, cette habitude de prendre une douche dans le noir, je le fais maintenant de plus en plus souvent et ça me fait un bien fou. Vraiment juste 20 minutes dans le noir, à prendre une douche sur l'eau chaude, sans aucune distraction. Vous pouvez prendre la douche avec votre amoureuse ou votre amoureux si vous vivez avec, ça fait aussi un bien fou, on peut se faire des câlins, c'est très agréable. Et voilà, en fait, vraiment, je vous jure, cette habitude-là, elle m'a fait trop de bien, et pourtant elle est toute simple à mettre en place. Vous pouvez aussi mettre une bougie, juste faites attention à la mettre à un endroit où elle ne tombera pas, où ce ne sera pas dangereux, encore une fois. Mais vous pouvez faire ça parce que, comme dit, nous on a une petite lumière analogique par notre porte-serviette, mais je sais que ce sera pas le cas de tout le monde. Vous pouvez également mettre une petite odeur dans l'air si vous aimez bien, même si a priori vous aurez un petit peu d'odeur par le savon que vous utilisez. Mais voilà, c'est un truc qui m'a fait un bien fou, je vous jure, surtout que j'avais un truc de rejet un peu de cette salle de bain, de la lumière de la salle de bain, ça me gênait. Et le fait d'avoir trouvé cette astuce-là, mais incroyable, ça a été super aidant. Et c'est encore une fois une nouvelle petite habitude à mettre en place au quotidien pour se choyer, se faire du bien et faire du bien à sa psychologie. Waouh, les amis, cette vidéo aura été extrêmement intense, de loin la plus intime de toute ma chaîne, mais je suis hyper heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Je sais à quel point vous êtes une communauté bienveillante, remplie d'amour, et voilà, vraiment je suis trop heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Évidemment, je vous invite à toujours rester dans la bienveillance dans les commentaires. Je me suis vraiment offerte en toute vulnérabilité à vous aujourd'hui, donc je vous fais confiance pour me rendre l'appareil et en faire quelque chose de beau. Je vous fais des énormes bisous, on se retrouve tout de suite sur une autre vidéo de ma chaîne et je vous dis à très bientôt!